Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'épisode précédent nous a laissé un goût amer. Le pouvoir de la monarchie égyptienne s'est considérablement affaibli durant le Moyen Empire. Le monarque dépend en grande partie de la bonne volonté des grands potentats provinciaux qui contrôlent presque toutes les ressources locales et étrangères. La monarchie tente vainement de reprendre la main, mais l'administration se montre, on s'en souvient, incapable de s'affranchir des contraintes imposées par les grandes familles de Haute et Moyenne Égypte. Impuissants, les pharaons ne peuvent s'opposer à l'installation de populations originaires du Proche-Orient qui prennent vite le contrôle de la partie nord du pays. Les nouveaux maîtres du delta s'approprient les ressources du royaume, réduisent l'Égypte à un simple couloir qu'on peut facilement contourner. Cette situation aurait pu s'enliser, mais c'était sans compter sur l'audace et la détermination des princes de Thèbes et de leurs épouses, bien décidés à libérer le pays de ses envahisseurs. La lutte est longue et sans merci. Finalement, ils parviennent à reprendre le contrôle de tout le royaume, souvenez-vous, à l'étirer au nord jusqu'au pays de Canaan et au sud au niveau de la 3e cataracte. Les nouveaux pharaons disposent désormais des ressources financières et des opportunités géostratégiques leur permettant de constituer un vaste empire. Ainsi s'ouvre l'âge d'or de la civilisation égyptienne qu'on appelle le Nouvel Empire. Le Nouvel Empire est marqué par une transformation rapide de la monarchie égyptienne. L'empire égyptien est rapidement constitué et la géographie politique évolue parce qu'elle inclut désormais le Levant et la Nubie. La monarchie égyptienne est sur le point de vivre l'une des plus brillantes périodes de son histoire. Depuis son apparition, à la fin du 4e millénaire, c'est le début de nos émissions, elle n'avait pas encore pu se déployer durablement hors des limites de la vallée du Nil. Les pharaons n'avaient pas encore eu la capacité de s'implanter au Proche-Orient. Mais tout change lorsqu'ils s'emparent des possessions Hyksos dans le delta du Nil. La monarchie égyptienne récupère la maîtrise des routes commerciales qui sillonnent le Sinaï, le bassin méditerranéen et la Nubie. Elle dispose ainsi des moyens financiers et humains de se lancer à l'assaut du Levant et du royaume de Couche. À l'apogée de l'Empire, sous le règne d'Amenhotep II, l'Égypte domine une vaste aire intercontinentale de plus de 2000 km de long. C'est cette extraordinaire aventure que nous allons donc raconter aujourd'hui dans cette émission. À la mort d'Amenhotep Ier, en 1504 avant notre ère, un nouveau pharaon monte sur le trône sous le nom de Thoutmôsis Ier. Alors on ne sait rien de sa famille, sauf que sa mère se nomme Senseneb. Ce silence sur les origines du roi laisse penser qu'il n'a peut-être pas réellement de lien de parenté avec Ahmosis. Sa légitimité étant faible et contestée, il est fondamental que ce nouveau pharaon prouve sa valeur en s'imposant par les armes. De fait, le règne de Thoutmôsis Ier est marqué par la guerre et l'affirmation du pouvoir royal égyptien au Proche-Orient. Il peut s'appuyer sur une classe monarchiste constituée de soldats que le roi récompense par le don de terres agricoles, du bétail et des esclaves. Cette nouvelle élite dirige l'administration centrale. Les débuts de Thoutmôsis Ier sur le trône d'Égypte sont donc particulièrement mouvementés. Le royaume égyptien est ouvert vers l'extérieur, les pharaons du Nouvel Empire affirment leur maîtrise de la Nubie, un territoire considérable hérité d'Ahmosis et d'Amenhotep Ier. Ils lancent tour à tour leurs troupes sur le pays, arrivent jusqu'à la 4e cataracte. Thoutmôsis Ier mate la rébellion d'un chef nubien et fait bâtir une première forteresse entre la 2e et la 3e cataracte. 2 ans plus tard, il écrase la révolte d'un potentat local et conduit son armée jusqu'à Kourgous, à 150 km à l'est de la 4e cataracte. C'est là qu'est établie la frontière méridionale de l'Empire, proclamée sur une stèle découverte à cet endroit. Après avoir complètement soumis les forces politiques nubiennes, le pharaon se tourne vers le Levant. Cette orientation marque un véritable tournant politique. Thoutmôsis Ier lance son armée sur tout le long de la bordure orientale de la Méditerranée, de Gaza à Byblos. Entre l'an 2 et l'an 3 de son règne, il traverse l'Oronte, l'Euphrate et arrive en Syrie. Avec l'appui du roi de Byblos, il déploie son armée jusqu'à Carchemish,
Une stèle marque la limite de la domination égyptienne au Proche-Orient. Il prend son temps avant de rentrer en Égypte et s'arrête dans la région pour chasser l'éléphant. Ces expéditions de Thoutmôsis Ier au Levant, à plus de 600 km de l'Égypte, supposent un haut niveau de préparation ainsi qu'une parfaite connaissance de l'organisation politique du Levant et des capacités militaires des différents États de la région. Malheureusement, on ne dispose d'aucune information, ni de sources égyptiennes, ni de sources locales, sur cette longue préparation et sur le déroulé de ces campagnes militaires. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois que l'armée égyptienne s'extirpe comme ça de la vallée du Nil pour s'imposer dans le sud-ouest asiatique. Ces victoires confortent l'autorité du nouveau pharaon dont la légitimité royale reste faible parce qu'il est un nouveau venu, encore une fois, sur le trône. Son pouvoir repose donc principalement sur les armes et le riche butin ramené de Nubie et du Levant, ce qui explique l'importance que prend à cette époque le thème du roi de guerre. Ces guerres sont coûteuses et risquées, mais elles permettent d'affermir le pouvoir du roi et d'établir une paix temporaire. Pour asseoir sa légitimité, Thoutmôsis Ier n'hésite pas à mettre en scène la famille royale sur les stèles, les reliefs et les peintures. Le roi évolue à l'intérieur d'un cercle du pouvoir très restreint, composé exclusivement des membres de sa famille. Pour garder toute la pureté du sang royal, le mariage incestueux devient la norme. Ainsi, le fils de Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis II donc évidemment, épouse sa demi-sœur Hatshepsut. Thoutmôsis Ier lance les premières expéditions en Nubie et au Levant pour rattacher ses territoires au royaume égyptien. À sa mort, il est donc le premier pharaon à être inhumé dans la vallée des rois. Son fils, Thoutmôsis II, lui succède. Du coup, il doit dès le début de son règne mettre de l'ordre en Nubie, forcément. En effet, un jeune rebelle, désireux de venger la mort de son père, tué par les soldats de Thoutmôsis Ier, pousse les autres tribus nubiennes à se révolter contre le pouvoir pharaonique. Cette première campagne militaire est un succès, même si le nouveau pharaon n'a pas conduit lui-même ses troupes. Débute alors un temps de pause dans les opérations militaires. Quand Thoutmôsis II meurt vers 1479, toujours avant notre ère, son fils et héritier pressenti, je vous le donne en mille, Thoutmôsis III, n'est encore qu'un jeune enfant. C'est donc la grande épouse royale, Hatshepsut, qui prend les rênes du royaume en appuyant sa légitimité par son ascendance royale. Elle bénéficie également de l'appui politique de certains hauts fonctionnaires ainsi que d'un groupe de fidèles serviteurs. Mais elle ne semble pas en mesure d'élargir son cercle de partisans après sa prise de pouvoir. Alors c'est vrai, elle apparaît comme la meilleure solution en attendant la majorité du souverain, mais au fur et à mesure que Thoutmôsis III grandit, la position de la reine pharaon se voit de plus en plus contestée. Cette longue période de transition ne plaît pas à la majorité des élites royales, et de fait, le règne d'Hatshepsut dure près d'un quart de siècle. Si la reine peut compter sur un groupe de fidèles, parmi lesquels se démarque un certain Senenmut, administrateur des biens de la reine, eh bien ça ne suffit pas à affirmer totalement sa légitimité. Elle se lance alors dans une campagne de gigantesques travaux dans la région thébaine, donnant du travail à une foule d'ouvriers, d'artisans et de membres de l'administration. Elle se fait, entre autres, construire un temple funéraire bien sûr, sur le site de Der el-Bahari, dont j'ai déjà parlé, qui proclame l'origine divine de la souveraine. Mais dans l'ombre, Thoutmôsis III grandit, et le pouvoir de la reine est de plus en plus contesté, comme je vous l'ai déjà dit. Son image se transforme, et se transforme même radicalement. Elle prend alors les traits d'un homme, afin d'affirmer qu'elle reste le pharaon légitime. Pour prouver à son peuple et aux élites qu'elle est un véritable homme d'État, Hatshepsut mène une expédition militaire dans la région d'Assouan et d'autres opérations au pays de Kouch. Elle agrandit encore le royaume égyptien en atteignant la 4e cataracte, prenant ainsi le contrôle de la mer Rouge et des chemins qui traversent l'Érythrée. Les Égyptiens sont désormais les voisins du pays de Punt, séparés par le désert de Nubie. Ils veulent contrôler le commerce des aromates produits dans la corne de l'Afrique. Il est donc capital pour leur intérêt de conclure une alliance avec les Puntites. Désormais, l'Égypte peut se passer d'intermédiaire puisqu'elle commerce alors directement avec le fameux pays de Punt. Mais vers la 22e année de son règne, elle disparaît.
Est-elle morte ? Ce qu'on sait, c'est qu'une violence inédite s'abat sur son souverain parce que son nom et ses images sont tout simplement détruits. Les nouveaux maîtres du pays se lancent dans une véritable opération d'épuration politique. Ils martèlent littéralement les noms des hommes placés par Hatshepsut, à commencer par le vice-roi de Nubie. Thoutmôsis III, maintenant adulte, prend donc le pouvoir en 1457 avant notre ère. Il se lance dans une nouvelle période de conquête et mène pas moins de 16 campagnes militaires en Asie et en Nubie et soumet près de 350 cités ainsi que la plupart des entités politiques. Sauf que la présence égyptienne au Levant subit une rapide altération favorisant la révolte des Asiatiques. Dans la première moitié du XVIe siècle, on assiste, évidemment avant notre ère, on assiste à la naissance du royaume de Mitanni dans la haute vallée du Khabur, entre le nord de la Syrie et l'Irak. Ces nouveaux seigneurs locaux étendent rapidement leur emprise sur la Syrie, empiétant sur les territoires conquis par Thoutmôsis Ier. Les royaumes et les principautés du nord du Levant préfèrent prêter allégeance à la puissance la plus proche, c'est toujours comme ça, plutôt qu'à la lointaine Égypte dont l'armée ne s'est plus aventurée dans la région depuis très longtemps.